bienvenue en studio avec nous. Avant de poursuivre, indications sur l'utilisation de notre plateforme, vite fait. L'onglet pour la programmation complète de l'événement, eh bien, ça se trouve en haut à droite de votre écran. Des questions, des commentaires, des emojis d'appréciation. On en a eu quelques-uns hier. Merci beaucoup. Eh bien, vous pouvez nous les partager en direct sous l'écran de diffusion. Juste à côté, le bouton pour le sondage que vous pouvez remplir à la fin des conférences. 2 minutes, gros maximum, c'est promis. Pour vivre le sommet sur des rythmes d'ici et de partout sur le globe, consultez la playlist Le Grand Saut, c'est sous l'onglet Audio. À l'animation de cette conférence, les deux merveilleux co-porte-parole de cet événement, j'ai nommé Dorothy Rowe, présidente directrice générale d'Audace au féminin et fondatrice du Salon international de la femme noire, et aussi Martin Hainaut, entrepreneur en résidence Lead Centec et président du CA Relief. Et ils ne sont pas seuls, ils ont à leur côté Kathleen Désir, fondatrice de Déclic, et Chantal Gosselin, conférencière, coach professionnelle, formatrice et artiste. Martin, ça va être à toi la parole. Ça me fait plaisir. J'ai hâte de vous entendre et je vous souhaite une belle conférence. Merci. Je vais passer la parole à Dorothy en premier. Ben oui, merci tout le monde. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent virtuellement. Et bravo, en fait, à vous toutes, messieurs, dames, d'être ici à ce panel-là. Je suis contente de vous avoir avec nous parce que je sais qui vous êtes et j'ai hâte que les gens puissent vous découvrir. Et aujourd'hui, on va prendre ça un peu plus relax. On va visiter au sein d'une entreprise comment accroître l'ouverture d'esprit. Et pour moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je vous avouerai que depuis que je suis petite, la diversité a toujours été mon cheval de bataille. Depuis que je suis jeune, on s'entend que j'ai grandi dans un quartier où fourmillaient plusieurs communautés culturelles. Et même d'ailleurs, les gens, quand ils savent que, bon, les gens m'entendent, ils me disent t'es né ici au Québec, pourtant on ne sent pas tellement l'accent. Mais j'aime souvent leur dire que mon accent est teinté de mon entourage. Et au secondaire, j'ai mis sur pied un comité interculturel. Puis ça a été ainsi de suite tout le long de mon cursus scolaire et même aussi quand je travaillais en ressources humaines, comme conseillère en ressources humaines. La gestion de la diversité, c'était très important pour moi. Et aujourd'hui, ben, je suis là parce que je veux vous en parler des bienfaits. Et je pense déjà là, même avec l'Audace au féminin, l'OBNL, que j'ai mis sur pied avec d'autres femmes, ben, c'est un peu ça notre mission, hein, c'est de créer un mouvement inclusif qui, dans notre cas, met en lumière des femmes noires qui brillent dans l'ombre. Et pour nous, ben, quand on voit comment on met de l'avant de la diversité, ben, c'est tout le monde qui en bénéficie. Et je n'irai pas plus en détail parce que je veux vous céder aussi la parole, mais on aura la chance d'en discuter puisqu'on est là jusqu'à 14h30. Merci Dorothée. Et pour moi, ben, la diversité, c'est sûr que comme un homme blanc, c'est un sujet qu'on apprend plus tard que très jeune parce que c'est pas dans notre vocabulaire. J'ai grandi au Labrador en plus, donc c'est encore moins dans le vocabulaire. Et puis, c'est quelque chose qu'on découvre, puis pour moi encore plus, l'ouverture d'esprit qu'on pense avoir souvent quand on commence notre vie et qu'on réalise tranquillement qu'on a moins l'ouverture d'esprit qu'on pensait et que ce manque d'ouverture d'esprit-là nous fait manquer tellement de choses spectaculaires de la vie. En voyageant, en voyant d'autres cultures, en apprenant ce que les autres font un peu partout sur Terre, on réalise que ce qu'on pense qui est extraordinaire ici est peut-être pas si extraordinaire que ça. Puis des choses qu'on pense qui sont pas si le fun que ça ici sont peut-être extraordinaires, dépendant des perspectives, dépendant des gens. Puis en entreprise, comme entrepreneur, c'est clair qu'il y a un avantage compétitif immense quand on a une ouverture d'esprit plus grande. La créativité en affaires vient souvent de l'ouverture d'esprit, vient de s'inspirer, pour ne pas dire voler, des idées de d'autres gens, de d'autres cultures, de d'autres entreprises, de d'autres pays et qui nous inspirent à faire quelque chose différemment puis qu'on veut s'approprier. Mais ça, c'est pas possible sans avoir une ouverture d'esprit grande. Puis c'est clair que dans la diversité, mais on parle souvent du privilège blanc. Je considère, moi, que j'ai un privilège blanc incroyable. Comme un homme blanc qui parle français au Québec, c'est le privilège ultime. Et
Et c'est pas négatif d'en parler. Ça n'a pas besoin d'être négatif. C'est juste un fait qu'on doit considérer dans la manière qu'on vit nos vies puis qu'on gère nos entreprises qui nous permet de donner une plus grande place aux autres qui le méritent et qui, en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est nous qui en bénéficions. Quand on s'entoure de gens qui pensent différemment de nous, puis on leur donne une place à penser différemment que nous, automatiquement, la rentabilité, ce qu'on fait, augmente. Kathleen? Ben, pour moi, premièrement, très heureuse d'être avec vous là, aujourd'hui. Puis pour moi, diversité et même inclusion a toujours été un moteur chez moi, mais je ne m'en rendais pas compte. Puis pour moi, ça a été un moteur même dans l'entreprise que j'ai créée. Donc, on a des enfants qui ont des besoins particuliers, mais c'est arrivé comment ça? Mais j'étais éducatrice en milieu de garde, puis on me demande, Cadine, tu veux-tu avoir dans ton groupe un enfant qui a des besoins particuliers, qui a de la spina bifida? Puis je me dis, OK, aucune idée dans quoi je m'embarque. Bon, elle est différente, on va voir. Mais le processus, au bout de 9 mois, au bout de 6 mois même, de voir les parents qui se posent des questions, est-ce que ça va avoir un impact sur mes enfants? Est-ce que ça va avoir un impact sur le développement du reste du groupe? Et de voir les enfants se poser des questions, puis de réaliser finalement que cette différence est devenue au fil du temps une unicité puis une force pour faire autrement dans le groupe, j'ai fait wow, moi je grandis comme personne, comme individu dans mes compétences, je défais des biais que j'ai et je veux vraiment faire ça dans la vie. Là. Je veux promouvoir ce message-là d'ouverture au sens large, au-delà de la diversité culturelle, mais de la diversité aussi dans toutes nos façons d'être, de genre, d'orientation, des personnes en situation de handicap. Donc, toutes ces diversités-là, pour moi, en fait, aujourd'hui, maintenant qu'on peut parler de diversité puis d'inclusion, ça devient plutôt une unicité puis une force. Puis je suis contente qu'on ait des espaces comme aujourd'hui pour parler de cette force-là puis de faire en sorte que nos organisations deviennent beaucoup plus performantes, puissantes, puis que l'intelligence collective, pour de vrai, là, puisse se réaliser. Fait que merci d'avoir l'occasion d'en parler. Oui, moi, le sujet, ça m'interpelle aussi profondément pour toutes sortes de raisons. Tu sais, un peu comme toi, Martin, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais dans une campagne. On n'était pas exposé justement à la diversité, mais moi, à la base, je suis fondamentalement curieuse et à l'écoute et intéressée par l'humain. Ce qu'il pense, ce qu'il est, ce qu'il fait, pourquoi, comment. Fait que ça c'est ce qui m'a guidée. Puis un jour, j'ai eu une chance inouïe de voir, de vivre, de ressentir la richesse de la diversité. Puis ça m'a fait poser un regard sur tout le reste de mes expériences en affaires et autres. Puis pour faire une parenthèse, justement, moi, j'ai 25 ans d'expérience en agence de publicité. Donc, évidemment, à travailler avec différentes équipes, on s'aperçoit qu'il y a des équipes qui fonctionnent mieux que d'autres. Puis tiens, hasard, les équipes qui fonctionnent mieux que d'autres, c'est celles qui ont une ouverture d'esprit, tu sais, justement, qui était portée par un haut dirigeant qui laissait, puis qui était vraiment intéressé et curieux d'entendre tous les points de vue. Fait que déjà, dans mon background en publicité, c'est ce qui s'est manifesté, une différence concrète là, dans le produit qu'on livrait, dans les bénéfices qui étaient générés. Puis ce qui a été le gros aha moment dans mon parcours, c'est aussi qu'en parallèle de ça, j'ai un parcours artistique. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer, travailler avec Bobby McFerrin, pratiquer, enseigner dans 7 pays avec énormément de gens de différentes cultures. Puis, évidemment, quand des musiciens, si je fais la métaphore, là, vous allez voir où ça nous mène quand on ramène ça dans le monde des affaires, mais la métaphore, si on est des musiciens qui se rassemblent d'un peu partout dans le monde, le réflexe premier, c'est de dire, ben on va aller sur des choses qu'on connaît, hein, un blues, un jazz, on va jammer, puis on va voir où on s'en va. Mais si on a l'ouverture d'oser un rythme africain, une sonorité opératique, des back vocals en harmonie jazz, avec une parenthèse de big box, puis de spoken word, puis tout d'un coup, je vous dis, les frissons et la réelle innovation est en train de se passer. Fait que moi, c'est un peu comme le dentifrice, tu sais, une fois que c'est sorti, ça ne peut plus rentrer. Là. Je veux dire, je l'ai vu, je l'ai vécu, c'est cellulaire. Là. Fait que je risque de m'enflammer, il va falloir que vous me contrôliez un peu. C'est un sujet qui est... C'est devenu une évidence. Ça a toujours été une évidence, mais ça l'est devenu encore plus. Puis ça a même orienté un changement de carrière pour moi. Puis bon, on aura le temps d'en parler, tu sais, mais
de ramener ça dans le monde des affaires, à ce que j'avais vécu là, de le ramener. Donc, je suis devenue coach, formatrice, et là, on aura le temps de parler du reste du parcours, mais il y a des éléments déclencheurs. Une fois que tu as vu et vécu la richesse, c'est réel, c'est concret, là, c'est de l'innovation, de la Puis on créativité. continue de le voir aussi, même au Québec. On regarde un peu, il y a quelques années, juste dans les épiceries, on n'avait pas la variété de fruits et légumes qu'on a actuellement. Moi, je me rappelle très bien, dans les communautés culturelles, il fallait qu'on aille dans des marchés spécifiques dans certains quartiers. Sinon, si on sortait de Montréal, comme par exemple, moi j'ai habité à Blainville, ben à Blainville, c'était difficile de retrouver ne serait-ce que des plantains. Mais maintenant, on le voit vraiment à travers le Québec. Au niveau de la restauration, même chose aussi. On voit comment la diversité a apporté. Et aussi, aujourd'hui, même plus loin, quand on regarde en politique, là, je suis tellement fière de voir comment des gens de partout se sont présentés dans les dernières élections. Mais ça va aussi avoir un impact au niveau de nos politiques, de nos lois, de nos programmes, qui vont être beaucoup plus être accessibles et ils vont comprendre aussi la réalité et les besoins de certains groupes qui étaient souvent délaissés dans des programmes. Donc, ça a un bienfait énorme quand on parle de diversité et tu as bien mentionné aussi, Kadeline, de parler de l'inclusion. Et ça, c'est important. Puis, moi, c'est sûr que quand je parle de diversité, j'aime beaucoup quand tu parles de la diversité au sens large. Je pense aussi, mon point fort, c'est peut-être aussi la diversité culturelle. C'est aussi de voir que cette diversité-là, elle ne doit pas être uniquement accessoire, c'est-à-dire qu'on est des figurants juste pour dire qu'on a coché la case. Mais c'est de voir aussi que dans cette diversité-là, en fait, dans différents postes décisionnels, qu'il y a aussi une belle représentation. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des changements qui se passent. Puis juste nous, là, ce panel-là, là, je trouve que c'est déjà un bel exemple. Tu sais, quand tu parlais tantôt ton expertise, autant artistique que professionnelle dans les agences de publicité, bien, je trouve que ça fait partie de la diversité aussi. On n'a pas toujours le même type de profil d'individu. On a quelqu'un qui est capable de penser autrement, comme on aime souvent dire, think outside of the box. Puis, tu sais, Dorothy, l'exemple que tu as donné par rapport quand tu allais chercher du plantain puis qu'on n'en avait pas dans les épiceries, je trouve ça beau parce qu'avant, effectivement, il fallait aller dans les épiceries spécialisées pour trouver des fruits ou des légumes plus exotiques. Il y a quelques années, nos grandes bannières d'épicerie ont fait une allée pour ça. Hein? Ils ont vraiment, on dit, ben, on va avoir de la diversité, on va l'intégrer. On est rendu au moment d'intégration. Fait qu'il y avait une allée pour ça ou les fruits exotiques à part. Mais aujourd'hui, nos commerces les plus performants sont ceux qui ne font pas cette distinction-là et qui font en sorte que quand je vais dans les fruits, ben, j'ai des fruits exotiques, j'ai des fruits d'ici, j'ai des fruits des États-Unis, j'ai tout. Et là, on est vraiment dans l'inclusion. Et surveillez-les, ces bannières-là. C'est celles qui performent le plus aujourd'hui, qui prennent de plus en plus de galons. C'est celles qui ont mis de côté l'exclusion. C'est celles qui ont passé à travers l'intégration, qui se sont dit, oui, il y a de la diversité, mais nous, on veut vraiment vivre en inclusion. Et même, et ce que ça fait, pourquoi ils sont plus performants? Mais c'est parce que ça attire toutes les clientèles qui savent qu'en ouvrant cette porte-là, je ne me sentirai pas exclu ou différent. Je n'aurais pas besoin d'avoir mon allée à moi. Je peux me promener dans tout cet espace-là et trouver, découvrir aussi comme n'importe quel autre consommateur. Donc, je trouve que ton exemple juste de l'aliment, ça rejoint tout le monde. Là. Puis on peut voir les différences même régionales. Aller dans vos épiceries puis aller voir comment on le vit, c'est du concret, c'est du quotidien. Là. Ouais. Puis souvent, je me rappelle quand j'ai habité en Australie, à Melbourne, pendant presque 2 ans. Puis l'éditeur en chef du plus grand journal là-bas, une journée, on s'est rencontrés, on parlait de santé mentale, qui est une de mes causes qui me tient à cœur énormément. Puis je parle souvent, quand je parle de santé mentale, du fait qu'on ne peut pas comprendre la santé mentale des gens qui ont des réalités qu'on ne vit pas. Puis je donnais l'exemple que, si je regarde autour de nous en ce moment, je vois juste des gens blancs,
pourtant, dans les rues de Melbourne, je vois moins de gens blancs que de toutes les nationalités représentées. Puis, il m'a appelé une semaine plus tard en disant, il dit, le lendemain matin, j'étais dans le tram, le tramway en allant au travail. Puis, je regardais autour de moi, puis j'étais le seul blanc dans le wagon. Puis, je suis rentré au bureau, puis je me suis dit, comment qu'on fait pour couvrir les nouvelles pour ces gens-là? Si les nouvelles qui nous intéressent, ce n'est pas nécessairement les nouvelles qui les intéressent eux. Mais c'est cette réalité-là que souvent on oublie. Et surtout quand on travaille à l'international, qu'on fait de l'exportation ou autre, on pense qu'on sait mieux que les autres qu'est-ce qu'eux ont besoin. Ça, au Canada, on est moins pire que les Américains. Les Américains sont très bons à vouloir imposer à travers leur entreprise leurs valeurs, mais quand même, si on n'est pas capable d'avoir les représentants de ces communautés-là à travers nos décisions et qu'on pense pouvoir vendre à ces gens-là, mais naturellement, on ne comprend pas. Puis on ne parle pas juste de couleur de peau. Si on veut vendre à quelqu'un en Angleterre ou en France ou en Belgique ou en Suisse, il y a des représentativités culturelles et des spécificités qu'il faut respecter. Puis d'avoir l'ouverture d'esprit de se dire qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent amène beaucoup plus de valeur que de dire « je pense comprendre ce qu'ils veulent » et d'approcher ses clients en disant « j'aimerais ça mieux vous comprendre et mieux comprendre vos besoins ». C'est la base même d'une entreprise à succès. C'est pas de dire tout le temps aux autres quoi faire. Oui, puis moi, ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'on a concrètement tellement à apprendre les uns des autres. Je me rappelle, je faisais un coaching de groupe à l'accélérateur entrepreneurial des Jardins à l'Université de Sherbrooke, puis il y avait des jeunes d'un peu partout qui avaient des projets entrepreneuriaux. Puis, il y a quelqu'un qui se levait dans la nuit pour être capable d'être en Zoom avec nous. C'était vraiment, les gens étaient vraiment très engagés avec des projets extrêmement concrets. Puis, juste la façon de faire l'agriculture, le partage des terres, le partage des denrées qui y sont cultivées, la façon on a tellement à apprendre de ça ici. Je veux dire, c'est énorme. Les gens ont une autre perspective, une autre façon de faire. Ben nous, on n'en a pas d'eau. OK, vous faites quoi? Ah, bien nous, on en a beaucoup d'eau, mais on devrait être... Donc, le partage de savoir, l'innovation, ça passe par ça. Là. Quand on coach, on forme en créativité ou en innovation, le brainstorming, la première règle, c'est de laisser émerger toutes les idées et d'avoir des points de vue différents. Donc, on n'aura pas des résultats différents si on fait tout le temps la même chose. Donc, pour moi, Einstein était clair là-dessus. Ben oui, c'est ça. Exactement. La base the basis of insanity is doing the same thing over and over again. C'est que la base de faire des choses qui font aucun sens, c'est de répéter constamment les mêmes choses. Exact. D'où l'importance de s'assurer qu'au sein d'une entreprise, si vous êtes tous entrepreneurs, bien, que ça se reflète aussi dans vos équipes. Comme moi, j'avais assisté à la conférence de Michelle Obama quand elle était venue ici à Montréal. C'est qui, ça? Elle était venue au Palais des Congrès, puis elle disait ça. Posez-vous des questions si vous voyez que tout le monde autour de la table vous ressemble. Donc, vous avez parlé d'innovation, vous avez parlé de performance, de créativité. Bien, justement, ça fait toute une différence lorsqu'on arrive à des brainstorming et on a des gens qui ont des parcours différents, mais aussi qui viennent de différents horizons. Bien, c'est sûr qu'on va arriver à un niveau de créativité beaucoup plus intéressant que si tout le monde pense de la même manière, vient de la même école, même formation, même philosophie. On va stagner, on ne va pas plus avancer, on va se heurter. Et c'est beau de voir des virages de certaines compagnies. Moi, je regarde, entre autres, Goldman Sachs, qui, eux, ont décidé que présentement, ils vont appuyer les entreprises où, par exemple, le conseil d'administration, c'est vraiment la parité, qu'il y a un nombre de femmes qui soient représentées, mais également aussi des personnes issues des communautés culturelles. Donc, on sent ce virage-là. Puis les conséquences, on le voit. Je veux dire, l'intelligence artificielle nous l'a démontré. S'il n'y a pas de diversité, ben, ça amène des biais qui ont des conséquences importantes au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, c'est encore mieux, c'est gagnant. Tu l'as mentionné, tu as donné l'exemple des grandes bannières. C'est beaucoup plus productif. Je veux dire, vous vous ouvrez un plus grand marché. Et il y a tout à gagner à ouvrir, à avoir cette ouverture d'esprit sur la diversité. Puis, comme tu le dis, au niveau décisionnel, tu sais que ça part de la gouvernance, ça part de ton conseil d'administration, tu l'as nommé tantôt, c'est la tête dirigeante. Donc, cette ouverture-là, même si, moi, demain matin, j'ai mon entreprise, puis je me dis, j'aimerais vraiment ça, j'ai envie d'y adhérer, puis j'ai envie d'emboîter le pas vers un peu plus de diversité, d'inclusion.
faut être conscient qu'il faut que ça fasse partie des décisions. Puis c'est d'inviter les diverses voix autour des tables décisionnelles. Pas de les mettre à la table d'à côté, tous ensemble, pour qu'eux vous disent comment faire. Parce que ça part d'une bonne intention, mais là, on n'est pas plus dans l'inclusion. On est encore dans, on va filtrer, on vous entend, puis on filtrera ce qui est réaliste par rapport à nous. Donc, quand on veut vraiment faire ce pas-là, il faut faire de la place autour de la table décisionnelle. Soit on ajoute une chaise, soit on se tasse un petit peu, mais il faut rajouter de la table, des places autour des décisions. Là. Oui, effectivement. Puis, quand on parle d'ouverture d'esprit, je pense que c'est bon de revenir en arrière un peu dans la discussion puis se dire, OK, si on veut ouvrir notre esprit plus grand, c'est quoi concrètement qu'on doit faire? Moi, comme homme blanc, une chose que je sais, c'est que si vous mettez 5 personnes devant moi, je vais préférer ceux qui me ressemblent, c'est-à-dire les hommes blancs, et qui ont un nom qui ressemble au mien. Puis ça, c'est des biais qu'on a en dedans de nous et qu'on ne comprend pas. Mais outre même la diversité de culture, de noms, de religion ou autre, l'ouverture d'esprit est encore plus importante pour le succès d'une entreprise. Mais si on est entouré de, justement, si dans mon entourage, dans ma ville, dans mon village, presque tout le monde est blanc, dans mon entreprise, c'est tous des hommes ou des femmes blanches, c'est quoi la première étape à faire s'il y a littéralement juste du monde blanc dans la communauté pour ouvrir son esprit? Bien, écoute, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu parles, Martin, parce que, tu sais, pendant que tu parlais, je nous regardais. Puis là, je me suis dit, tu sais, nous, on organise le Salon international de la femme noire. Et depuis la première édition, ça a toujours été notre façon de penser, c'est qu'on est dans l'inclusion. Donc, ça n'a jamais été un événement exclusivement pour les femmes noires, mais on avait des gens de partout qui étaient panélistes. Et là, je vous regarde tous les trois, et tous les trois, vous avez participé indirectement au Salon international de la femme noire, ou même aussi avec Chantal, nous, on a fait un événement, en fait, pas un événement, mais on est allé à une formation où on a amené des femmes entrepreneurs et c'était Chantal qui était notre coach. Donc, cette vision d'inclusion, on l'a toujours eue. Puis, je me permets aussi de te dire un petit insight. Entre nous, les Noirs, souvent, on se dit, man, il n'y a pas de blanc dans notre équipe. Y a pas de... On se pose cette question. On a déjà eu ce réflexe-là depuis très longtemps. Puis quand j'assistais à d'autres événements, mais j'ai remarqué que c'était pas un réflexe de dire notre panel n'est pas assez représentatif. Mais tandis que nous, ça a toujours été un réflexe comme est-ce que c'est dans nos gènes d'être hospitalier? Est-ce que c'est parce qu'on se soucie de l'autre? Mais ça a toujours été quelque chose de très important. Puis je suis contente de voir aujourd'hui que maintenant, ça devient de plus en plus normal et même naturel de s'assurer qu'il y a une bonne représentation. OK, on a notre programmation. Est-ce qu'on a autant de femmes que d'hommes? OK, est-ce qu'on a autant de parcours divers? Tu sais, il faut avoir ces réflexes-là. Puis en tant qu'entrepreneur, il faut faire la même chose. La même chose, pas seulement au sein de son équipe, mais aussi même auprès de ses fournisseurs. Qui sont nos fournisseurs? On fait toujours affaire avec les mêmes personnes. Pourquoi pas aller plus en région? En région, on sait qu'ils ont besoin aussi de productivité, ils ont besoin de contrats. Ben, pourquoi pas aller chercher des gens qui sont en région au lieu de commander en Chine? On a des expertises ici. Puisons dans les ressources que nous avons. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut déjà commencer à accroître notre esprit vers une plus grande diversité et inclusion. Absolument. Puis moi, j'aurais envie de dire, tu sais, la première étape pour répondre à ta question, Martin, c'est d'en être conscient. Exact. Juste d'en être conscient parce que je peux t'écouter et dire, ouais, mais moi, je ne l'ai pas, moi, ce billet-là. Là. Ouais, mais est-ce que tu prends tout le temps le même chemin pour aller au bureau? Tout le temps le même chemin? Oui, OK. Si on te donne le choix entre 3 plats, vas-tu y aller vers celui que tu connais? Oui, OK. Tu sais, si tu arrives dans une salle puis tu fais comme quelqu'un te dit, hey, moi, j'ai grandi dans tel quartier, puis tu fais, ah, ouais, moi aussi. Est-ce que tu vas tout le temps vers ce que tu connais? Oui, OK. Mais ça, c'est humain. Juste être conscient que notre cerveau, il va automatiquement vers le confort. Tu sais. Puis je pense qu'à partir du moment que tu es conscient de ça, mais c'est beaucoup plus facile de faire OK, une fois que tu es conscient, mais tu te dis ben, où suis-je capable d'ouvrir puis d'aller vers ce qui est un peu différent. Mes fournisseurs, OK, au niveau du recrutement, OK, est-ce que ça va se passer dans la clientèle aussi? Est-ce que, bon, bref, et là, c'est plus facile de voir
tranquillement, pas vite, dans diverses zones de notre organisation, mais vers où on va aller, mais tu sais, en dédramatisant, puis en se déculpabilisant, puis en se disant, ben, c'est humain, on a tous des biais, donc on va ensemble se challenger, puis se dire, ah, t'as-tu encore été vers, tiens donc, encore ta réceptionniste est encore brune, hein? C'est donc bien drôle, ils se ressemblent tous, hein? On peut se challenger dans l'entreprise pour faire différemment, là, tu sais. Puis moi, je rebondis là-dessus en disant aussi que pour moi, l'ouverture d'esprit, ça vient avec l'ouverture de cœur. Puis tu sais, c'est pas ésotérique ou spirituel ou toute la... C'est concret dans le sens où on sait... Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux neurosciences. Je suis la première, je ne suis pas une experte, mais on sait très bien que quand il arrive... un postdoc là-dedans, right? Oui, c'est ça, postdoc. Hier, il y avait des gens, hein, vraiment, c'était cool. J'ai beaucoup aimé la grande conférence d'hier. Mais justement, les gens s'intéressent. Fait qu'il y a une base de curiosité, là. C'est l'intérêt, la curiosité. Puis pourquoi je dis que l'ouverture d'esprit, ça vient avec l'ouverture de cœur? Parce que concrètement, en neurosciences, quand un événement arrive, c'est notre corps qui le ressent en premier. Après ça, c'est les émotions. Après ça, c'est les pensées. Qu'est-ce que tu te dis à propos de ce qui est là, puis tous les biais, puis tout ce qu'on sait. Fait que pour avoir une ouverture d'esprit, il faut avoir une ouverture de cœur. Puis l'ouverture de cœur, bien, il faut aussi être conscient de soi, déjà dans l'être conscient tout court, mais conscient de soi, qui est en autorégulation. Parce que, tu sais, quand tu dis que c'est humain, il y a des peurs qui viennent avec ça. Il y a des incompréhensions, il y a toutes sortes de choses qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, quand on est confronté à ces peurs-là? Ça serait quoi les suggestions ou bien les conseils? Parce que je pense que ces peurs-là sont présentes. On parle juste de créativité ou de faire les choses différemment. Oublions la diversité et l'inclusion, juste de se dire comment je vais faire quelque chose de différent dans mon entreprise demain matin. Ça fait peur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour quelqu'un? Toi qui es experte en neurosciences. Oh là là! C'est ça, tu sais. Non, mais en tout cas, moi, je fais le parallèle avec... je vais vous faire une autre métaphore. J'aime bien les métaphores. C'est la première fois que j'ai chanté improvisé avec une de mes amies chanteuses libanaises. OK? On se retrouve, on est sur scène. Là. Fait qu'il y a une certaine pression, puis tout ça. Donc, la première fois que tu as chanté, tu te disais, je vais le faire sur une scène, c'est ça? Non, avec elle. Mais elle, dans son écosystème, elle fait des créations en 5 temps, en 7 temps, en 13 temps, en 21. Puis nous, Nord-Américains, on est sur du 4, très carré. Fait que je me retrouve à pas savoir pantoute où atterrir. Et là, neurosciences, émotion, pensée, je ne serais pas bonne, comment ça, je ne comprends pas. Mais c'est tout ça qu'il faut délousser, s'ancrer, puis on fera le lien avec le monde des affaires, mais c'est exactement pareil. Puis ce que j'ai trouvé comme première étape, c'est de me dire, OK, je ne suis pas capable de faire 13, mais je suis capable de faire 8. J'ai fait 2 fois 4, ça a fait 8. J'ai attendu le 4e 4, j'ai rien dit, puis j'ai fait plus 1. Puis je suis revenue à 2 fois 4. Puis là, ça s'est placé. Je me suis placée, je me suis autorégulée, et là, j'y ai pris plaisir. Puis à la fin de la pièce, je faisais à peu près presque comme elle, mais c'est cette espèce de confrontation-là ou de différence ou de ressources qui fait qu'on bloque. Puis, tu sais, c'est pas du jour au lendemain non plus. Là, c'est humain, justement. C'est juste de le dire que c'est humain, ça fait de l'inclusion. Tu sais, juste ça. Puis après, ben là, je pourrais rentrer dans des outils concrets, là, l'ancrage, la respiration, le 5 secondes, la règle du 5 secondes. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais on a... C'est quand ça tombe à terre pour le reprendre, c'est ça? mais c'est ça, c'est soit... C'est parce qu'ils disent que tu as 5 secondes pour réagir à quelque chose qui est une impulsion, puis ou tu as 5 secondes pour te retenir, attendre que ça passe, puis être plus... c'est ça, tu sais, c'est toute la conscience. Mais genre, je comprends tout ça, mais moi, j'irais plus loin encore dans la question, Chantal. Oui. Tu sais, l'entrepreneur, lui, là, qui a jamais vraiment, tu sais, tu parlais justement ça, la peur du changement, mais cet entrepreneur qui nous écoute puis qui se dit, OK, moi, je vais essayer un autre fournisseur, je vais tenter ma chance, mais il est hésitant, puis peut-être aussi son entourage va dire, regarde, tu sais, on est rendu là, il ne faudrait pas qu'on arrive avec ce fournisseur-là, ou bien, tu sais, on a eu une mauvaise expérience. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui nous écoutent là actuellement?
Ben, Toi, Martin. Hein? Moi, oui, c'est ça. Mais le mot-clé, c'est curiosité. C'est culture d'apprentissage, c'est MVP en agilité, hein, le minimum viable product, tester une première collaboration, après ça, la faire grandir, après ça, je veux dire, c'est tous les principes d'entreprise qu'on essaie d'implanter. C'est tout à fait pareil, c'est exactement la même chose. Donc. Puis moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une inquiétude fondée sur un fait ou c'est une inquiétude qui est basée sur une anxiété, sur ce que tu as entendu, sur ce qui pourrait arriver, puis de se poser la question, mais c'est quoi la pire des choses qui peut arriver? Puis déjà d'avoir ton plan B, de répondre à ça. Puis là, tu peux oser continuer vers l'élan que tu avais en disant, oui, non, je vais prendre le risque et de construire finalement, d'aller soit valider ou justement d'invalider les inquiétudes que tu avais, puis là, ça va te renforcer. Mais le faire une fois, je pense que c'est la première des choses, de comprendre c'est quoi cette peur-là, parce que les peurs nous parlent aussi. Et je crois que c'est important de les entendre, de les ressentir, puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est basé sur mon histoire? Est-ce que c'est basé sur « Ah, j'ai entendu ça, à un moment donné, il y a un entrepreneur qui a fait ça avec telle personne, puis ça n'a pas bien été. » Est-ce que, bon, d'aller comprendre la racine de cette peur-là, puis après ça, ça nous permet de mieux avancer. Là. Ouais, puis moi, une des choses qui m'a beaucoup marqué, presque tous les entrepreneurs, en fait, presque tout le monde sur Terre vit le symptôme de l'imposteur. On pense toujours qu'on n'est pas assez bon pour faire ce qu'on fait, puis on pense toujours que les autres sont meilleurs que nous. C'est le syndrome de voir que le gazon du voisin est plus vert que le nôtre, puis on se demande toujours comment il fait pour que son gazon soit plus vert, mais c'est ça la base même des peurs qui nous limitent généralement et qui nous empêche d'être créatifs, qui nous empêche d'ouvrir notre esprit à un point de voir des nouvelles opportunités. Et j'ai eu la chance de collaborer avec les astronautes et la NASA il y a quelques années. Puis, une des choses qui m'a le plus marqué, c'est qu'une des choses qui en prennent aux astronautes, c'est de ne plus avoir peur. Parce que quand ils sont dans la station spatiale, peu importe ce qui arrive, généralement, ils ne savent pas nécessairement quoi faire. Puis ils ne peuvent pas juste prendre une ambulance, ils sont malades pour revenir sur Terre. Ils doivent être capables de réagir à tout. Puis s'ils ont juste un médecin à ce moment-là dans la station spatiale, puis c'est lui qui est malade ou elle qui est malade, ben ils doivent être capables d'aider. Et ils sont souvent guidés avec quelqu'un sur Terre qui leur dit « OK, prends un scalpel ou prends ça, puis fais-le. » Mais comme ils n'ont plus peur de l'erreur, parce qu'ils n'ont plus peur d'être jugés, ils n'ont plus peur d'être comparés, mais sont capables de faire des choses qu'ils pensaient être incapables de faire. Ça ne veut pas dire qu'on peut être neurochirurgien parce que quelqu'un nous le dit dans l'oreille, mais on est capable d'oser à faire beaucoup plus le jour qu'on arrête d'avoir peur. Puis c'est là que l'humain est une bête sociale qui n'aime pas la routine. Il y a beaucoup plus de gens qui n'aiment pas la routine que de gens qui l'aiment. Mais comme société, on a créé une routine infinie que tout le monde doit rentrer dedans, d'avoir une maison avec une cour, un chien, un auto, puis une job qui nous amène à la retraite, puis ça finit là. Mais cette routine-là n'est pas naturelle. Elle était naturelle pour les entreprises qui voulaient maximiser le nombre d'heures que les employés travaillaient à travers ça. Mais la réalité, c'est qu'on rentre dans une ère créative, on rentre dans une ère dans laquelle le bien-être est clé. Et c'est impossible d'être créatif et de s'ouvrir son esprit parce qu'être créatif, souvent, on pense que ça veut dire peinturer, dessiner, chanter comme Chantal l'a fait aux Olympiques à l'ouverture des Jeux olympiques, c'est ça? Mais ça veut simplement dire regarder tous les côtés d'un problème et de ne pas prendre lui que par réflexe on va prendre, de prendre lui que personne ne voit venir, mais qui est le meilleur. Oui, puis moi, je rebondis là-dessus parce que là, on est en co-création, là. T'sais, on va se dire les vraies choses. La pandémie nous a toutes heurtés. Moi, justement, on parle de métaphore. Je fais juste ça, on dirait, mais avant la pandémie, je faisais chanter les gens d'affaires pour les sortir de leur zone de confort parce qu'on sait très bien que c'est le summum Et pourtant, c'est aussi puissant que la résistance qu'on y met. Mais là, ce qui m'a fait sourire, c'est que la pandémie, tout le monde a dû sortir de sa zone de confort. Mais qu'est-ce que tu fais après? Donc, tu sais, dans la courbe du deuil, là, toute la courbe, le déni, le ci, le ça, puis là vient l'acceptation.
à partir de l'acceptation, c'est la culture d'apprentissage. Moi, je dis que l'acceptation, c'est le oui. Puis après ça, c'est le et, la culture d'apprentissage, la culture de co-création, la culture organisationnelle. C'est ça qu'on est en train, là, on le sent, là, c'est en émergence. On est en train de semer ça. Puis faire de la place, quand on parle de systemic coaching, on laisse de la place pour nos clients, une chaise vide pour le client, on laisse de la place pour l'environnement, une chaise vide pour l'environnement. On laisse de la place pour les gens qu'on ne peut pas trouver à côté de nous, de diverses ethnies, de divers points de vue, pour que dans nos réflexions, même si physiquement ils ne sont pas là, dans l'ouverture, on considère. On est rendu là dans le systemic coaching, un peu partout, puis en co-création. Puis co-création, co-leadership, c'est encore des mots qui ne sont pas ancrés concrètement dans nos entreprises, mais qui s'en viennent, les entreprises libérées, ça s'en vient, là, puis moi, je suis contente qu'il y ait de l'ouverture pour ça, parce que c'est super important qu'on s'en aille comme société, puis comme dans le milieu des affaires, qu'on s'en aille par là aussi, là. Absolument. Super important. Chez nous, c'est justement comme ça qu'on fonctionne en mode entreprise libérée. Puis l'essence de ça, c'est le pouvoir. C'est de pouvoir dire, mais on partage le pouvoir, c'est une rétribution de pouvoir. Et ça nous a tellement aidés pendant la pandémie parce qu'on n'était plus en train de se retourner et à attendre l'autorisation de ton supérieur pour prendre une initiative puis de créer. Puis ça ouvre vers vraiment, quand on parle d'ouverture, quand je sais que je suis légitime et je peux décider, je peux faire autrement, je peux oser, on n'a pas le choix parce qu'on ne sait pas où on va. Mais c'est là qu'il y a la magie qui se crée, là. Vraiment. Là. Puis la magie se crée avec de la clarté, puis la magie se crée avec du courage, puis la magie se crée avec de la diversité, de l'inclusion. Oui. Puis là je m'amuse à faire l'animatrice, mais on est en plein sommet du Grand Saut. Et évidemment, le cœur du sujet, c'est la santé mentale. On parle Et physique. Et physique. Bon. Physique, oui, c'est ça. Physique, comme tu le disais. Et puis, mais dans tout ça, là, quelle place qu'on y accorde, justement, la santé mentale? Tu sais, on parle de diversité, d'inclusion. Comment on fait pour jongler avec tout ça? Parce que on a l'impression que la liste, elle devient longue aussi comme entrepreneur, qu'il faut que je fasse attention à ma santé. OK. Là, évidemment, avec la pandémie, on a vu que ça a exacerbé les inégalités. Je suis rendue où, là, moi, en tant qu'entrepreneur? On parle de plus en plus d'impact social. OK. Comme entreprise, comment on peut faire ce virage-là? Comment un entrepreneur peut se retrouver là, aujourd'hui, après pandémie? Bon, en fait, on n'a pas encore terminé. Quand les masques seront plus nécessaires, là, on pourra dire qu'on aurait terminé, mais comment on se retrouve dans tout ça? Bien, je vais oser. Parce que c'est toute une question, Dorothée. Puis, il y a tellement d'aspects, la santé mentale, la santé physique. Là, OK, là, oh my God, on est dans une crise climatique. Puis, OK, diversité, inclusion. Il y a tellement d'affaires, mais sincèrement, j'ai l'impression que tout ça revient à de l'écoute. Tu sais? Base of the line, là, c'est de l'écoute. Écoute de soi, respect de soi, écoute de l'autre, respect de l'autre. Laisser l'autre aussi pouvoir s'exprimer pour que je l'écoute dans son entièreté. Pas juste parce qu'elle est noire ou parce qu'elle est de telle région ou parce que... Non, dans son entièreté. J'écoute mon environnement en le respectant et en ne détruisant pas la nature pour des raisons purement pécuniaires. Fait au bout de la ligne, je crois que la principale chose, en tout cas pour moi, ce qui m'aide, c'est vraiment de développer mon intelligence émotionnelle puis mon savoir écouter. Et à partir de là, je me mets pas cette pression-là de performer dans tout. Puis je me dis que si je suis capable d'écouter, moi inclus, ça va couler. Oui. Puis elle dit quelque chose de fort aussi, hein? Cette pression. Est-ce qu'on doit subir cette pression-là? Martin, toi qui me gères, comment on fait pour passer à travers tout ça? On appelle Martin. On appelle Martin, puis on prend une session de coach aussi, de coaching avec Chantal. Alors, vous êtes nos deux experts là, sur ce panel-là. Ben, je ne me considère pas nécessairement expert. Je n'ai pas... Hey, arrête! Arrête-moi ça! Mais réellement... La base même d'être entrepreneur, c'est d'être capable de vivre avec la pression.
Je pense que c'est impossible de penser être entrepreneur en se disant je vais faire du 9 à 5 jours semaine le restant de mes jours. C'est impossible d'y arriver. Un jour, peut-être dans 20 ans, dans 15 ans, quand l'entreprise a énormément grandi, peut-être c'est rendu 3 jours semaine qui est possible. Mais au début, dans les premières années ou dans des plus petites équipes, il ne faut pas y penser. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être 365 jours par année. Puis, il faut se donner de l'espace, il faut se donner des moments, il faut oser dire non, il faut être capable de se protéger pour être capable d'avancer et d'évoluer. Mais quand on pense au bien-être, pour moi, santé mentale et physique, c'est très semblable parce que le cerveau est un organe aux dernières nouvelles. Donc, tout ce qui se passe dans le corps, c'est la santé, que ce soit mentale ou physique. Même beaucoup de mots physiques arrivent à travers des problèmes reliés au cerveau. Puis, c'est pas normal de ne pas être conscient de ce qu'on cause chez les autres et ce qu'on cause chez nous. Si on n'est pas bien une journée, si on ne se lève pas bien, on ne peut pas être ouvert d'esprit, puis nos employés ne seront pas ouverts d'esprit à ce moment-là. On leur donne ce que nous, on a. De la même façon, si eux sont tous de mauvaise humeur une journée, ils vont nous le transmettre également. Et c'est souvent les petites agressions, les micro-agressions, qu'on ne réalise pas qu'on fait, qui vont avoir un impact majeur sur le manque d'ouverture d'esprit des gens puis de sa propre ouverture d'esprit. Si à chaque fois qu'on fait une référence au racisme, on fait une joke sur le racisme, si à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui arrive dans un autre pays, on leur demande automatiquement de où tu viens, si à chaque fois qu'on croise quelqu'un qui est homosexuel, on demande une question sur leur homosexualité. Personnellement, il n'y a jamais personne qui m'a demandé c'était quoi être hétérosexuel. Là. Comme j'ai jamais été dans la rue, puis quelqu'un m'a arrêté en me disant Martin, j'aimerais vraiment le comprendre. Mais tous ces petits moments-là qu'on vit dans la vie et qui est lourd pour les autres et pour nous, sont un frein à être ouvert d'esprit. Et c'est là que des fois, c'est pas juste une question de yoga, de méditation, de se protéger, puis certainement pas de tous les livres qui disent de se lever à 3 heures du matin, de faire 3 heures d'entraînement, 2 heures de yoga, 1 heure de ci et de ça. C'est de créer son propre environnement qui fait du sens pour nous. Puis à partir de là, bien, voir c'est quoi qui a le plus grand impact positif et négatif sur notre ouverture d'esprit, puis s'assurer de mettre de l'avant les choses qui ont un impact positif. Oui, tout à fait. Hier, justement, j'écoutais. Une métaphore. Oui, c'est ça. Oui, je pourrais. Non, je n'avais pas, là. Hier, j'écoutais, puis les conférenciers d'hier disaient se connaître soi et s'entourer. Donc, se connaître, c'est aussi pour moi prendre soin de soi. On parlait du sommeil, entre autres, évidemment. Donc, puis, tu parlais des micro-agressions, mais aussi les micro-mouvements, juste, oups, je suis en train de faire ça. Oups, il se passe ça. OK. Les micro-mouvements, la conscience, la vigilance. Puis moi, je pense que c'est beaucoup l'écoute, évidemment, ça, c'est sûr. Puis l'intention. L'intention, on parle beaucoup de posture de leader coach et tout ça. Comme quand on a une intention, on a une curiosité, d'abord pour soi, je suis où dans mon scan, comment je me sens, puis comment je peux prendre 15 secondes, là, retrouver un certain équilibre, là, par la respiration, ça peut prendre un tour aux toilettes puis revenir. On voit ça gros, puis il faut faire des petits pas aussi. Donc, d'une part, prendre soin de soi comme ça. Puis l'intention, dire, écoute, ce matin, Kadeline, je me sens pas particulièrement à mon top, je vais faire de mon mieux. Il se passe ça, comment on pourrait s'aider? C'est aussi ça, en entreprise, mais en entrepreneuriat, c'est la même chose. Établir des relations qui vont nous permettre de nous entourer. Donc, se connaître, prendre soin de soi, puis s'entourer. Donc, c'est dans la relation, c'est dans l'authenticité, puis la posture de leader coach, la curiosité. On a commencé à recevoir des questions, puis j'inviterai tout le monde en ligne. Si vous en avez, envoyez-nous-les. C'est pour ça que j'ai mon téléphone. Je ne suis pas en train d'être sur Twitter. Je vous lis. Mais on a une première question pour Dorothée Kadeline. Quelle place la santé prend dans le vécu des entrepreneurs issus de la diversité? Connaissent-ils des défis supplémentaires et ou différents? Si oui, comment éviter que ces situations existent? J'aimerais entendre Kadeline et Dorothée sur cette question si possible. J'aurais aimé ça que la question soit adressée à tous, mais je vais répondre par rapport à ma perspective.
Quelle place, de ce que je comprends, quelle place la santé prend dans la vie d'un entrepreneur de la diversité, c'est ça? Je ne sais pas quelle place elle prend par rapport à toi, ma santé, ou quelle place elle prend par rapport à toi, Chantal. Je sais pas je veux dire, je pense pas que Est-ce le que fait tu que je sois de la diversité, ça fait en sorte que ma santé prend plus de place que quelqu'un d'autre. Par as des défis de plus? contre, je peux nommer qu'effectivement, il y a une espèce de pression. Les études démontrent qu'une personne, par exemple, de la diversité en affaires va avoir plus de pression qu'une personne qui n'est pas de la diversité. Par exemple, on s'attend à ce que je rentre dans le stéréotype de la femme super travaillante. Donc, quand j'arrive sur un projet, bien là, on s'attend qu'Adeline, parce qu'elle est la seule personne qui est de la diversité, la seule personne noire, on a tout ce petit stéréotype que les Noirs travaillent bien, 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 bien fort. Ou parfois, il y a le contraire, tu sais, whatever. Mais là, je vais mettre cette pression-là de répondre aux attentes qui ne sont pourtant pas du tout dites ou qui sont peut-être même pas présentes. Et ça, cette pression-là vient affecter ma santé mentale, effectivement, parce que c'est un poids supplémentaire. Mais là, je peux le cumuler à divers paliers, mais les études démontrent qu'effectivement, les gens en entreprise, les gens de la diversité culturelle ont une charge raciale qui appelle, et ça a un impact sur la productivité au travail. Ouais, puis je vais me permettre de répondre également avant que tu répondes, Dorothée, mais je crois, moi, que c'est impossible, quand on est issu de la diversité, de ne pas avoir une pression supplémentaire. Je crois que c'est pas compris par tout le monde, mais réel pour tout le monde. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais vécu une situation plus difficile. Être entrepreneur, c'est un sport extrême, déjà à la base. Quand on parle de partir d'une entreprise, c'est l'équivalent de sauter en parachute pour plein de raisons. Mais souvent, on saute littéralement dans le vide. Une métaphore. Une métaphore. T'aimes ça, hein? C'est pour toi. OK. Moi, quand je regarde dans mon réseau d'affaires, naturellement, si je reviens 20 ans en arrière, quand je commençais ma carrière, naturellement, je naviguais plus dans un univers d'hommes blancs. C'était plus ça qui était naturellement ce réseau-là et dramatiquement plus large. Un entrepreneur issu de la diversité va commencer dans un bassin beaucoup plus petit, qui connaît plus généralement dans son entourage, qui fait en sorte que le défi de sauter en parachute devient des fois sauter sans parachute quand on est issu de la diversité, parce que la difficulté de passer l'entreprise est plus grande. Puis en plus, bien là, si on rajoute le racisme sur mais même sans le racisme, on voit réellement une différence sur la pression vécue par les gens, dépendant d'où ils viennent. Oui, ben, en fait, oui. Il y a des études aussi qui le démontrent aussi que au niveau des communautés culturelles, en tout cas chez les personnes racisées, la santé mentale, c'est déjà, premièrement, c'est vrai que c'est un sujet tabou pour tout le monde, mais encore plus dans nos communautés. D'en parler, on en parle peu ou pas. On le cache parce que tout est une question d'apparence. On veut toujours bien paraître, faire comprendre qu'on est en maîtrise de tout. Donc, c'est déjà un sujet tabou. Mais à part de ça, vous les avez mentionnés. Tu as parlé de racisme, tu as parlé de micro-agressions, des choses qu'on vit encore plus parce que, bon, on est vraiment au carrefour de toutes ces oppressions. C'est-à-dire que lorsqu'on est une personne racisée, on vit la discrimination, on vit le sexisme, on vit le racisme et on continue. Et oui, c'est difficile, ça a un impact sur notre santé mentale parce que ça crée de l'anxiété, ça crée des incompréhensions. On parlait de l'importance de l'écoute. Et ce n'est que maintenant qu'on commence à nous écouter. On le voit simplement avec le mouvement MeToo. C'est maintenant qu'on commence à écouter les femmes lorsqu'elles parlent d'harcèlement. Mais nous, on n'est pas encore vraiment rendus là. Quand je dis nous, je parle des personnes racisées. Lorsqu'on parle des situations inégalitaires qu'on vit des commentaires, des micro-agressions, si on en parle, on va minimiser ce qu'on dit ou encore on va nous étiqueter de victimes, qu'on joue à la victime. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous supprime. On garde ça dans la gorge, puis on parle et on vit ça entre nous. Donc, ça n'aide pas. Puis, les études le voient. On a vu un rapport au niveau de la fonction publique, les fonctionnaires noirs, ce qu'ils vivent actuellement.
Donc, ce sont des choses réelles. Il y a des études qui le démontrent, peut-être pas autant ici au Québec et au Canada, mais beaucoup aux États-Unis. Et c'est quelque chose que même nous, en tant que gens de communauté culturelle, on commence à aborder le sujet. On fait l'effort d'utiliser notre plateforme pour en parler parce que on a vu, je pense que j'en parlais, je ne me rappelle plus à qui, mais il n'y a pas si longtemps, on a vu aussi des entrepreneurs très connus dans les communautés noires qui ont commis le suicide. Honte de choc. Tout le monde était comme, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il n'y a pas Jésus dans sa vie, là? Comment ça se fait qu'il s'est tué, là? Donc, ça va jusque-là parce qu'il y a aussi toutes ces croyances religieuses qu'on a eues. Donc, alors, on est encore en train de démystifier le sujet parce que c'est vraiment un mystère pour nous, la santé mentale. Et il y a des pensées qui disent que, bon, ça ne nous affecte pas. Mais ce n'est que maintenant, cette génération-là qui commence à aborder le sujet. Puis je suis contente. Puis je suis contente de voir aussi qu'il y a des initiatives par rapport à ça. Puis je souhaite que ça prenne plus d'ampleur parce qu'on vit la dépression aussi. On vit l'anxiété. La bipolarité, ça existe aussi dans nos communautés, sauf qu'on n'en parle pas. On a encore beaucoup de choses à régler. Puis je suis contente que quelqu'un ait posé cette question-là. Puis je peux me permettre, juste, puis je terminerai après, là, je vais juste faire le parallèle. Quand je suis partie en affaires, au tout début, je cherchais du financement, of course, c'est ça que tu veux. Je cherchais du financement. Puis l'idée était, mais moi, en plus, mes clients, ils font affaire avec des subventions gouvernementales pour payer nos services. Fait qu'il n'y a comme pas de risque. Donc, cogne à porte, demande de financement ou refus. On revient à la maison, part à pleurer. Mon père, ma mère, mon amoureux est là. Je pleure. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas pu avoir ce financement. Et là, les questions arrivent. Penses-tu que c'est parce que tu es trop jeune? Parce qu'à l'époque, j'avais 25 ans. Penses-tu que c'est parce que tu es trop jeune? Non. Tu n'as pas 25 ans aujourd'hui? Non, j'ai plus 25 ans. 25 ans fois X. Et après ça, c'est penses-tu que c'est parce que tu es une femme? Non, parce que tu es en affaires, c'est tough quand tu es une femme. Ah non, mais penses-tu parce que tu es noire? Ah non, je sais. Ben non, mais c'est clairement à cause de ton domaine. Tu es dans le domaine social. Il n'y a pas grand monde dans le domaine social. Fait que là, je ne suis pas encore partie et j'ai plein de freins en me disant, mais je ne sais même pas où mettre mon énergie pour aller invalider tous ces billets qui peuvent être un frein à mon accès au financement. Fait que tu n'es même pas parti, comme tu dis, tu pars en parachute, tu n'as même plus de parachute, puis tu ne sais même pas où mettre ton énergie. Mais oui, ça, c'est une pression que vivent les entrepreneurs de la diversité. Là. Effectivement. On a une autre question. Au-delà de la prise de conscience qu'il existe des biais personnels et culturels, y a-t-il d'autres astuces pour être plus sensible et plus ouvert aux diversités? Quels gestes concrets peut-on poser? Chantal? Ben, écoute, j'ai l'impression qu'on est dans le même cercle, mais c'est définitivement la curiosité. Tu sais, moi, quand je t'ai rencontré, Dorothée, tu sais, j'ai fait un premier contact sur LinkedIn, puis on a essayé, puis on n'a pas été capable de se rencontrer. Puis quelques mois plus tard, la vie a fait en sorte qu'on a collaboré ensemble. Ça a été comme, tu sais, un coup de foudre juste par la curiosité. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, toi aussi, tu fais des arts puis du monde des affaires. Comment tu as fait ça? Comment, qu'est-ce que c'est? Comment je peux t'aider? C'est ça, en fait, l'espèce de curiosité, puis j'ai perdu la question parce que j'étais trop enflammée. Au-delà de la prise de conscience qu'il existe des biais personnels et culturels, y a-t-il d'autres astuces pour être plus sensible et plus ouvert aux diversités? Quels gestes concrets peut-on poser? Bien, le geste concret, ça revient. C'est vraiment ça. C'est la curiosité, l'envie de collaborer, puis de... L'ouverture, hein, on parle depuis tantôt de l'ouverture, oui. Puis aussi, moi, je dirais, là, tout est dans les petites choses. C'est très banal. Mais, veux pas, ça va venir affecter notre subconscient. C'est-à-dire que même sur les réseaux sociaux, par exemple, tu sais, quand tu parlais de LinkedIn, ben regardez votre profil LinkedIn. Qui fait partie de votre profil? Est-ce que vous acceptez ces gens-là qui ne sont pas de votre réseau? Ben, commencez à les accepter ou commencez à envoyer une invitation pour que votre réseau soit diversifié. Moi, là, j'adore regarder mon fil d'actualité. Là, je reviens du Sénégal, j'ai la moitié du Sénégal qui s'est ajouté sur mon LinkedIn. J'ai toutes les nouvelles du Sénégal, mais c'est magnifique. J'ai des profils de partout. Donc, commencez comme ça dans votre réseau. Des petites choses banales. Tu sais, on parlait de nourriture, de restaurant. Je suis sûre que tout le monde connaît différents mets, mais il ne faut pas s'arrêter simplement au plat, mais aussi aller de l'avant. Parler avec le serveur, échanger, commencer, parce que ça va venir affecter, en fait, ça va peut-être pas autant, mais venir changer un peu les biais
inconscient qu'on a, juste par l'ouverture. Puis, tu sais, des fois, moi, souvent, je ne sais pas si c'est arrivé aussi, Kathleen, mais moi, souvent, quand j'arrivais à quelque part, puis là, je parlais avec les... Ah, mais tu sais, t'es différente, hein? T'es pas comme les autres Noirs. Ah, ben, c'est parce que... Les cases, les fameuses cases. On parle parce des qu'on a biais, pris le mais... temps de me connaître. Exact. Puis là, tout de suite, ça vient changer la perception qu'on a des Noirs. Ben oui, mais il fallait juste que tu prennes le temps d'ouvrir ta porte et puis de les accueillir. Puis... Moi le nombre de fois que quelqu'un me dit « T'as pas l'air d'un bipolaire », ça a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi, un bipolaire? C'est comme un œil dans le front. Moi, j'aurais envie de répondre peut-être plus rationnellement. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Fait que dans ton entreprise, si tu dis, ben moi, j'ai envie, au-delà de la prise de conscience personnelle, d'amener vraiment un changement, mais choisis ton changement sur lequel tu veux travailler, par exemple, la parité. Donc, j'aimerais avoir la parité et de le nommer. Nous visons la parité, on le met dans notre plan d'affaires, on le met dans notre plan stratégique sur 2 ans, 3 ans. Ce qui est réaliste, ce n'est pas une question de donner une pression, mais à partir du moment que c'est nommé, la direction est claire et ensemble, tout le monde va voir s'y rendre. Est-ce que c'est la parité? Est-ce que c'est justement de pouvoir dire, mais j'aimerais ça qu'il y ait plus... OK, on a beaucoup de diversité culturelle, oui, mais sont-ils dans les postes décisionnels? Donc, est-ce que c'est de mettre en place des mesures pour s'assurer que les gens puissent grandir dans l'organisation, mais mettons-nous des cibles? Oui, très, très bon point. Puis, je dirais, aller plus large aussi. On a parlé de fournisseurs, mais aussi quand des étudiants viennent frapper à votre porte. Les stagiaires issus des communautés culturelles ont beaucoup de la difficulté à se placer. Ouvrez-leur leur porte. Ah, puis il y a une richesse, là, puis je peux en témoigner. Si je vous parlais de mon expérience là, en coaching de groupe, il y a une richesse énorme, énorme, énorme. Absolument. Donc, prenez des stagiaires, communiquez avec le HEC, Poly, ou je ne sais pas quelle institution scolaire. Dites-leur comme ça que vous êtes ouvert à des stagiaires. Et justement, ouvrez justement vos portes à des gens issus de la diversité. J'irais aussi sur ce que tu disais, Kathleen. Moi, rattachez l'argent à ça dans votre calcul. En santé mentale, je le dis souvent, trouvez une façon de tracer dans votre entreprise les coûts que la santé mentale vous coûte et assurez-vous d'être capable de le suivre. Tout en entreprise est rattaché à l'argent, qu'on le veuille ou pas. Et on est capable de se trouver des façons de voir l'impact financier positif ou négatif des initiatives qu'on fait. Donc, c'est là que quand on est prêt à se mettre des targets qui ont une logique, qui ne sont pas juste une cible, juste pour dire qu'une cible, qu'on se dit qu'en atteignant ça, je veux atteindre ça également, je veux ouvrir ce marché-là, je veux faire ça. Je me rappelle à revivre l'ancien nom de Relief. Il y a 5 ans, sur 14 administrateurs, je pense qu'on avait 2 femmes. Et à un moment donné, j'ai dit, bien, premièrement, on a un problème plus large que ça. On est tous blancs également, mais je pense qu'il faut commencer une chose à la fois. On ne peut pas tenter de tout régler d'un coup. Puis on s'est dit, OK, mais c'était douloureux comme processus parce que j'ai eu tellement d'hommes extraordinaires qui m'ont contacté pour rentrer sur le CA de Relief et je disais, non, tous les nouveaux administrateurs sont des femmes jusqu'à temps qu'on atteigne la parité. Quand on a atteint la parité, mais là, on s'est donné un nouvel objectif de diversité culturelle, diversité religieuse et autres, mais on y va étape par étape. On n'essaie pas de se mettre des buts extraordinairement hauts sans les comprendre. C'est là que si on a un plan étape par étape basé sur des KPIs, des indicateurs de performance, on est rapidement capable de trouver une façon positive de le regarder. Il nous reste juste 2 petites minutes. C'est que peut-être faire un dernier tour de table, Kathleen. Moi, j'ai envie de dire, on est dans cette relance économique mondiale. Tous ensemble, ce qu'on veut, c'est vraiment se ressortir de ce qu'on vient de vivre. On n'a pas le choix d'être conscient de l'environnement. On n'a pas le choix d'inclure le développement durable. Mais cette croissance durable-là ne peut pas se faire si on ne pense pas pérennité, si on ne pense pas diversité et inclusion. C'est une stratégie d'affaires. Ce n'est pas juste pour la bonne vertu. C'est une question de pérennité mondiale. Clairement. Je pense que Kathleen a tout dit. Puis moi, je dirais que tout entrepreneur, dans le fond, veut créer de la valeur, veut créer de la valeur pour l'écosystème, pour les clients, pour ci, pour ça. Puis dans le contexte actuel, créer de la valeur,
ça doit être inclusif parce qu'on le voit, tu sais, un microbe qui est quelque part s'infiltre et puis tu sais, si on n'aide pas les pays à être à mieux faire face à ce microbe-là, ben, il s'infiltre de toute façon. On est tous dans le même grand écosystème. Tu sais, il y a Montréal qui est dans la province de Québec, province de Canada, Canada dans le monde. Tu sais, je veux dire, c'est un given. Donc, on doit accroître notre conscience de soi, conscience des phénomènes, être à l'écoute, être ouvert, puis un pas à la fois, on est humain, mais focusser sur l'intention, puis rester engagé, tu sais. Faut pas que ça reste, faut pas que ce soit une mode, cette affaire-là, là. C'est rester engagé pour une réelle transformation, puis ben, tel qu'on est, tu sais, tel qu'on est, puis pas un pas à la fois. Je dirais, on se doit, pour la pérennité économique des entreprises, de nos entreprises et de l'économie, de s'ouvrir l'esprit. La réalité des prochaines décennies, c'est que ça ne sera plus juste de quoi le fun à avoir. Ça va être critique pour la survie même des entreprises. Que ce soit de parler de santé mentale, de santé physique en entreprise, du bien-être des gens dans nos entreprises et de s'assurer qu'on a une ouverture d'esprit grandissante dans nos entreprises, c'est la base des entreprises du futur. Donc, peut-être qu'on habite quelque part, on se dit, mais moi, ça ne m'affecte pas encore. C'est pas une question de pas jamais vous affecter. Rappelez-vous de l'Internet. Pendant longtemps, le monde disait, nous autres, dans notre région, on n'a pas ça, on n'a pas besoin, on a un site web. Mais la même chose va arriver avec la diversité et l'ouverture d'esprit. C'est que si vous n'y pensez pas maintenant, ça va vous rattraper. Alors, je pense que vous avez tout dit. Je n'ai pas besoin de répéter. Stratégie d'affaires, ouverture d'esprit, c'est pour que vos projets soient pérennes. En tout cas, merci beaucoup Chantal Gosselin, Kadeline Désir et mon co-porte-parole Martin Hainaut, moi-même de Rotiro. Et j'espère que vous avez apprécié ce panel, accroître l'ouverture d'esprit et partagez vos commentaires en bas dans le chat sur Facebook. Écrivez-nous, on est sur LinkedIn, Twitter. Regardez, on est là pour vous. Pas trop Martin, parce que j'en ai besoin pour moi. Là, bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci beaucoup à nos chers co-porte-parole et merci beaucoup aussi aux panélistes pour ce regard vers le futur. D'ailleurs, oui, effectivement, vous pouvez toujours émettre vos commentaires, vos questions sous l'onglet de diffusion. L'outil de sondage se trouve sous l'écran de diffusion aussi. Faites-nous part de votre appréciation et partagez-la dans vos cercles, puisqu'il n'est pas trop tard pour acheter des billets pour l'événement sur lepointdevente.com. Il sera possible de consulter les contenus du sommet, et ce jusqu'en février 2022. Ça vaut la peine. C'est déjà la fin de cette deuxième journée du sommet Le Grand Saut. Demain, le thème de la journée, inspiré. Donc, rendez-vous, ça commence à 8h30, encore une fois, pour une journée qui s'annonce palpitante. On est en compagnie d'experts, bien sûr, et d'aventuriers aussi. Donc, vraiment, là, des contenus intéressants à partager. Bonne fin de journée. On se retrouve demain.